Bonjour, je me nomme Tristan et je suis heureux de vous accueillir à cet atelier au nom de la campagne Moussaïd. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bon visionnement. Nos amis chez Mikana nous présentent le webinaire suivant, une introduction aux enjeux liés aux réalités des femmes et filles autochtones. Vous y trouverez une mise en contexte historique qui aidera à expliquer la situation contemporaine. Ne manquez pas leurs conclusions, des exemples de femmes autochtones actrices de changement dans nos communautés. Donc, concernant les enjeux contemporains, il y en a beaucoup encore. Donc, les femmes nécessairement vivent de la discrimination et du racisme présentement. Nous, on voulait vous parler surtout du droit à la sécurité parce qu'en fait, on sait que bon, les femmes autochtones vivant tu peux changer de diapo qui j'ai raté. Les femmes autochtones subissent des violences qui découlent de toutes ces stratégies d'assimilation-là, puis du système colonial qui a été imposé. Puis le droit à la sécurité est compromis pour les femmes autochtones. Déjà, en étant une femme, ton droit à la sécurité est comme pas toujours pris au sérieux. Quand tu es une femme autochtone, ça l'est encore moins. Donc, tu sais, en 2011, là, les femmes autochtones sont trois fois plus susceptibles. On disait que les femmes autochtones étaient 3 fois plus susceptibles à la violence conjugale que les femmes non autochtones. Puis plus de 75% des jeunes filles autochtones âgées de moins de 18 ans ont été victimes là, déjà d'agressions sexuelles. Donc ça, c'est des chiffres qui parlent. Puis on a des nouveaux chiffres là, depuis 2016, je crois. Donc on pourrait aussi les ajouter. Mais c'est juste pour vous montrer là, que du côté sécurité, les femmes autochtones n'ont pas encore acquis ce droit-là. Les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, c'est un des plus grands enjeux là, du moment. En fait, les femmes à travers le Canada continuent à disparaître, puis les cas ne sont pas tout à fait, ne sont pas toujours répertoriés, ne sont pas toujours pris au sérieux non plus. Puis, c'est vraiment un problème, un enjeu qui découle des problèmes socio-économiques puis du racisme systémique. Donc, le fait justement que quand on a des disparitions dans les communautés ou même dans les centres urbains, ces disparitions-là ne sont pas prises au sérieux, les appels ne sont pas pris au sérieux. On dit qu'elles vont revenir, inquiétez-vous pas, juste en fugue ou peu importe. Donc, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Déjà, en 2014, la GRC a confirmé avoir dénombré là, plus de 1000 cas de femmes autochtones assassinées et 164 cas de femmes autochtones disparues au Canada depuis 1980. Si vous voulez d'autres chiffres aussi, au Canada, en fait, les femmes autochtones représentent seulement 4% de la population, comme on l'a vu, mais 16%, mais elles représentent 16% de tous les cas des femmes assassinées et 11% de tous les cas des femmes disparues. Donc, malgré qu'elles sont un très petit pourcentage là, de la population canadienne. Donc, oui, donc suite à ça, on peut continuer. Donc, c'est ça pour parler aussi. On parle de ces enjeux-là, mais aussi on veut parler de qu'est-ce qui est fait aussi autour de ça, dont l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées. Dans cette enquête-là, on retrouve plus de 2380 vérités, contient les vérités propres de plus de 2380 membres de familles survivantes de la violence, experts et gardiens du savoir. Je pense que j'ai mal écrit cette phrase-là, mais bon. Pardon, là. Il me semble que je l'avais bien écrit mais quand je l'ai faite, je l'ai vérifié, là, mais oui, c'est ça, c'est comme vraiment plusieurs personnes qui ont pu être approchées pour pouvoir partager leur expérience, puis aussi, ça contient 231 appels à la justice, et même qu'il y a un rapport complémentaire qui a été fait pour le Québec. Et dans ce rapport complémentaire-là, il accorde plus une attention particulière au problème de la violence envers les femmes, les filles autochtones, et aussi il souligne les enjeux particuliers comme la barrière de la langue, les services de santé, les services sociaux qui sont fournis par des congrégations religieuses. Je lis ce qui est marqué aussi dans l'enquête. Et aussi, il parle aussi des interactions entre les Autochtones et les services de police provinciaux. Donc, ça aussi, vous pouvez aller voir vraiment, vous pouvez aller consulter cette enquête-là sur le site qui est marqué ici. C'est MMIWGA, qui veut dire Missing and Murdered Indigenous Women.
Si vous tapez ça, Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées, vous pouvez aller trouver très facilement cette enquête-là. Puis aussi, on voulait en fait mentionner aussi la commission Vient, qu'on entend souvent parler quand on parle du racisme systémique aussi. Et je voulais souligner en fait que ça a été déclenché premièrement par la disparition de Cindy Rupert House et la prise de parole d'une dizaine de femmes autochtones de Val-d'Or en 2015, où est-ce qu'elles ont allégué d'avoir été victimes d'abus de la part des policiers de la SQ. Puis ça a vraiment comme déclenché cette commission-là pour qu'on puisse vraiment voir s'il y a vraiment une discrimination systémique. Et à la fin, le juge Jacques Vient a conclu que les Autochtones sont victimes de discrimination systémique. Donc, ça aussi, c'est une autre lecture à aller voir. On ne peut pas tout expliquer ça en 15 minutes non plus. Il y a beaucoup de commissions, d'enquêtes qui ont été faites, donc on vous invite à aller voir, mais ça, c'est les deux principales qu'on a en tête, qu'on parle, qui affectent aussi les femmes autochtones. Et je trouvais ça important de dire que ça a commencé avec des prises de parole de femmes autochtones, puis souligner leur courage d'avoir fait ça. Parce que c'est ça, on continue. Les choses commencent à changer peu à peu parce que là, il y a un article qui est sorti le 4 décembre 2020. Alors que là, il y a eu 213 plaintes et 17 policiers accusés. Donc, il commence à avoir du mouvement. C'est sûr qu'on aimerait que ce soit plus vite, mais c'est un pas en avant. Puis, je vous invite à aller lire l'article aussi qui donne un résumé de tout ce qui s'est passé depuis aussi concernant les dénonciations aussi des femmes de Val-d'Or. Donc aussi, 18 ont mené au dépôt d'accusation criminelle contre 17 policiers. OK, oui, pardon. Il y a eu 213 dossiers d'enquête criminelle et donc 18 ont été déposés contre des accusations criminelles contre des policiers. Donc, on vous invite à aller lire. Le titre de l'article, c'est vraiment Dénonciation autochtone de 213 plaintes. C'est un article du Devoir. Et aussi, on voulait mentionner ce qui s'est passé avec Joyce et Echaquan et aussi qu'est-ce qui se passe en ce moment, après 4 mois. Ça l'a vraiment ébranlé tout le monde à travers le pays, même à travers le monde. C'est la vidéo que Joyce a sortie. Elle a sorti, je pense pas qu'elle avait le choix, elle faisait un appel à l'aide. Et ça l'a vraiment fait réagir les gens, mais aussi son appel à l'aide a permis aussi à ce qu'on puisse continuer à avancer encore une fois et faire des démarches, dont le principe de Joyce. On vous invite à aller voir le principe de Joyce.com. Et ce qu'on voit dans la description, c'est le principe de Joyce vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Donc, il y a un document qui est sorti qui explique un peu comment on peut faire ça aussi, puis ils font référence à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, c'est un gros travail qui a été fait autour de ça. Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir. Et tout récemment aussi, il y a une bourse d'études Joyce Echaquan qui est sortie, qui est vraiment une façon de pouvoir... ça a été développé par la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones et le réseau de recherche de connaissances relatives aux peuples autochtones. Pardon, c'est vraiment des longs noms à chaque fois, c'est important de les dire. Et c'est une bourse d'études Joyce Echaquan et c'est dans l'objectif de faire des recherches sur les travaux ciblant l'appel à l'action et à l'engagement contenu dans le principe de Joyce. Donc, on trouvait ça important de vous dire qu'il y a des actions qui se font. Et très rapidement, juste pour dire, ça c'est l'intro de Carole Dubé, le mari à Joyce, qu'on voit dans le début du principe de Joyce. Le 28 septembre 2020, ma femme, la mère de mes enfants, nous a été arrachée dans des circonstances inhumaines dont nous avons tous été témoins. La mort de Joyce a été une terrible tragédie pour nos enfants et moi. Je souhaite que les gouvernements du Québec et du Canada adoptent le principe de Joyce afin que ce terrible événement ne soit pas survenu en vain, que sa voix sonne le début de réels changements pour tous les Autochtones afin que plus jamais personne ne soit victime de racisme systémique. Je pense que ça résume exactement pourquoi le principe de Joyce a été créé et je voulais laisser Carole Dubé l'exprimer comme ça.
Et donc, on saute encore une fois dans un autre sujet très rapidement. C'est comme beaucoup de temps pour aller vraiment dans tout ce qu'on veut parler, là. Mais comme on l'a dit, c'est une introduction aux réalités des femmes autochtones. Donc, j'aimerais ça passer plus de temps, mais bon. Donc, c'est juste remarquer aussi qu'il y a une sous-représentation au niveau politique des femmes autochtones. Le système qui a été imposé par le fédéral, ça a fait reculer aussi l'influence des femmes qu'il y avait au sein des communautés. Par exemple, si les femmes autochtones ont acquis le droit de participer à l'élection de leur conseil de bande en 1951, c'est seulement en 1969 qu'ils ont pu avoir le droit de vote, qui c'était comme 29 ans après les femmes québécoises, les femmes du Québec. Donc, encore une fois, c'est à ce niveau-là, c'est vraiment une sous-représentation. Et on va continuer, en fait, pour vous montrer aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oui, parce qu'il y a une grande reprise là, des espaces, justement une résurgence aussi de la part des peuples autochtones à travers le Canada. Et aussi ailleurs dans le monde, on le voit, la fraternité est vraiment là, la collaboration et tout. Mais là, pour ce qui est du Québec et du Canada, c'est vraiment là, la reprise des espaces où les femmes, là, elles ont été poussées de là. Suite à l'arrivée directement à l'arrivée des Européens déjà. Quand on y pense, là, avec l'arrivée des Européens, il y avait aussi les stéréotypes qui ont commencé. Le stéréotype justement de la princesse là, indienne aussi vient du passé. Donc tout ça, il faut y repenser aujourd'hui pour mieux comprendre les choses. Mais comme tous les espaces où les femmes étaient, elles n'étaient plus là, puis là, elles commencent à revenir. Bref, c'est ça que je voulais dire. Puis on peut changer de diapo. Puis dans le fond, on voulait juste vous présenter quelques secteurs dans lesquels les femmes sont vraiment, ont vraiment un retour. Puis ce sont des femmes qui occupent ces postes-là. Puis voilà, donc en politique, là, en 2015, on comptait que les femmes détenaient environ 40% des sièges dans les conseils de bande au Québec et au Labrador. Donc, c'était vraiment là, on comptait 87 femmes au sein de 633 sièges. Donc, c'est 40% finalement des sièges. Ça commence à augmenter. Puis en mars 2020, 7 femmes siégeaient comme chef à la PNQL, qui est l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Et 80% sont conseillères sur plus de 250. Donc, c'est vraiment une grande avancée. Puis, les visages des femmes là, en politique, on va les voir un petit peu plus tard avant de terminer, mais on les reconnaît maintenant aussi. Sinon, les femmes aussi se trouvent beaucoup au sein des mouvements militants. Donc, quand on voit, par exemple, les dernières marches ou les vigiles, donc, ce sont les femmes qui sont là en premier, là, sur le premier front, et ce sont aussi les femmes qui vont souvent débuter certains mouvements, comme le mouvement Idle No More, qui est né en 2012, qui est né grâce à 4 femmes de la Saskatchewan, dont 3 autochtones, qui ont toutes lancé la mobilisation là, à travers tout le territoire canadien. Puis c'est Mélissa Moline-Dupuis et Wydia Larivière qui ont cofondé Idle No More Québec. Donc, Wydia Larivière qui est d'ailleurs aussi la cofondatrice de Mikana, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, c'est vraiment les femmes qui occupent là, cet espace-là présentement, même si aussi les hommes sont là, c'est surtout les femmes qu'on va voir et on va reconnaître leur visage aussi. Hein. Et aussi, on voulait parler aussi d'autres mouvements des femmes autochtones. Donc, il y a des organismes qui défendent les droits là, des femmes autochtones depuis plus de 40 ans, dont Femmes autochtones du Québec, Native Women's Association of Canada. Je suis vraiment désolée pour la prononciation, le Pauktutit Inuit Women of Canada. Puis aussi ici, on peut penser à Chez Doris ou Native Women's Shelter. C'est vraiment comme des organismes qui aident vraiment... je n'arrive pas à dire le mot vraiment, je viens de le réaliser, mais qui aident à soutenir aussi, à collaborer aussi avec les femmes autochtones. Et je voulais
mentionner aussi Femmes autochtones du Québec parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup œuvré à la reconnaissance des droits des femmes autochtones, et ça depuis, depuis les années 70. Elles ont travaillé à dénoncer et effacer la discrimination sexiste dans la loi sur les Indiens, et ils ont créé des ressources et aussi en défendant les droits et les intérêts des femmes autochtones. En 1985, comme on l'a mentionné, les femmes, avant ça, s'ils mariaient une personne, un homme non autochtone, elles perdaient leur statut et aussi pour leurs enfants. Mais quand, en 1985, la loi C-31 a été adoptée, elles ont pu retrouver leur statut, mais il y avait encore une difficulté pour leurs enfants de retrouver leur statut à eux. Et donc, c'est en 2019, en fait, avec la loi S3, lorsqu'elle a été adoptée, c'est que ça a mis fin à la discrimination basée sur le genre dans la loi sur les Indiens. Donc, ça a permis aux enfants aussi d'aller retrouver leur statut. Très rapidement, l'histoire des femmes, ça aussi, je vous invite à aller voir le site web de Femmes autochtones du Québec. Ils ont vraiment une belle chronologie de tout ce qui s'est passé depuis les années 70, si vous êtes intéressé à voir ça plus précisément. Et aujourd'hui, pour bien terminer, on voulait vous donner des visages des visages des personnes. Je ne sais pas juste leur visage, c'est leur personne, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et juste vous montrer des femmes qui nous inspirent. Bon, Mélissa Mollin-Dupuis, on l'a mentionné. J'aurais mis Widia en même temps, là. Mais je ne sais pas si elle était à l'aise avec ça. C'est elle qui répond à vos questions depuis tantôt. Okay? Merci, Widia. Donc, c'est ça, Mélissa Mollin-Dupuis, qui est cofondatrice d'I Don't Know More Québec. Elle travaille à la Fondation David Suzuki aussi et est considérée artiste et activiste. Elle va beaucoup parler publiquement pour parler des réalités autochtones. Michel Audette, pardon, je parle un instant, je pense que... Je me demande si j'ai bien filé les mots, j'espère. Les noms, je veux dire. Elle aussi, elle milite pour les droits des femmes autochtones depuis très longtemps. Elle a été commissaire à l'enquête nationale qu'on a mentionné plus tôt, l'enquête nationale sur les femmes disparues et assassinées. Et elle a été présidente de Femmes autochtones du Québec. Hélène Gabriel, OK, je regarde l'heure. Okay. Hélène Gabriel, une grande activiste aussi. Elle a été porte-parole lors de la crise au cas pour la communauté Kanessetake et de la nation Kanien'kehá:ka. Et encore aujourd'hui, elle milite beaucoup aussi pour la reconnaissance des droits de sa communauté. Automne Pelletier, quand on parlait de gardienne des eaux, c'est de ça aussi qu'on fait référence comme protectrice du droit à l'eau. Pardon, j'essaie de me retenir. Je suis son entendu, pardon. Okay. Elle a été nommée commissaire en chef des eaux de la nation Anishinaabe. Elle a beaucoup parlé aussi de façon internationale. Elle était à l'ONU. C'est comme notre Greta Thunberg, parce qu'elle a commencé très jeune aussi. Takaya Blaney aussi, c'est une écologiste. Elle a beaucoup parlé aussi à l'échelle internationale pour les droits des Autochtones. Donc, c'est des noms à aller voir leur parcours. Soyez inspirés aussi par ce qu'elles font. Puis aussi d'autres personnes très inspirantes. Suzy Basile, qui est titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones. Marie-Ève Bordelot, qui est commissaire aux relations avec les peuples autochtones à la Ville de Montréal. Et encore une fois, je suis vraiment désolée pour la prononciation. Il faudrait que je vérifie pour être sûre que je le prononce bien. Mais c'est Mumila Kakak, qui est députée du NPD pour le Nunavut. Et Judy Wilson-Raybould, elle a écrit un livre, je vous invite à aller voir, qui est une députée indépendante maintenant. C'est très, très inspirant aussi son parcours. Et bon, ça, c'est plein d'artistes aussi là, que je vous invite à aller voir. Là. On en a mis beaucoup, puis aussi qui œuvrent beaucoup à faire rayonner les femmes autochtones, si je m'exprime bien. Bon, je pense, je vais vous laisser le temps de juste regarder les noms si vous voulez comme les noter. Puis, mais je vous invite à aller voir le film en fait de Kim Obum-Sawin elle a fait un film qui s'appelle Je m'appelle humain, qui raconte un peu la vie ou plus la perspective de Joséphine Bacon, sa poésie, un film très touchant. Puis ça, c'est d'autres. C'est mes coups de cœur, en fait. Il y en a tellement beaucoup là, que j'aurais pu mettre, là, mais c'est mes coups de cœur. Puis les coups de cœur aussi à Catherine, j'imagine. Mais
Alanis Obomsawin, elle m'a beaucoup inspirée aussi à aller vers le cinéma. Quand j'ai vu ce qu'elle faisait aussi en film, je me suis rendu compte que je pouvais aussi faire de l'art engagé. Et je ne savais pas que c'était possible à l'époque quand j'étais comme une adolescente. Fait que, puis encore aujourd'hui, elle fait des films en passant. À l'âge de 80 ans passés. Là. Très inspirante aussi. La plupart sont disponibles sur le site de l'ONF, justement. Fait que, par rapport là, aux événements historiques, vous allez en trouver beaucoup. Là, à Nice, elle a couvert beaucoup d'événements historiques, justement. Donc, quand on pense à la résistance d'Oka ou à ce qui s'est passé à Restigouche, à Lustgouge, donc c'est vraiment intéressant d'aller voir ce qu'elle a fait. C'est vraiment intéressant de voir aussi. Vraiment intéressant. C'est un autre mot qu'on dit souvent. Vraiment, là. C'est vraiment intéressant. La soirée. Mais c'est ça, d'avoir une perspective autochtone. À l'époque aussi, c'était rare. Surtout pour son film Kanessetake, 270 ans. 200 ans. Je me mélange encore. 270 ans de résistance. 270 ans de résistance. Oui, c'est ça. Parfait. Fait que c'est ça, à l'époque, il y avait beaucoup, les médias étaient beaucoup one-sided. J'ai encore oublié le mot en français, mais ce qui était bien avec ce film-là, c'est qu'il pouvait aller de sa perspective en tant qu'autochtone aussi. OK. Puis finalement, on vous proposait aussi quelques films à aller voir qui ont été faits par des femmes autochtones. Donc, Rustic Oracle, qui raconte vraiment la perspective d'une jeune fille qui a perdu sa sœur. Sa sœur, elle a disparu. Donc, c'est vraiment un sujet qui touche aussi les femmes et filles autochtones disparues à travers le Canada. Donc, Ce silence qui tue aussi de Kim Obomsawin, qui est vraiment un recueil de témoignages sur le racisme systémique et la violence faite aux femmes là, à travers le Canada. Donc, c'est les paroles des femmes, encore une fois. Angry Inuk, Inuk en colère. J'ai oublié le nom de la réalisatrice, mais c'était une réalisatrice Inuk. Et c'est vraiment la perspective aussi des enjeux des Inuits qui est très différent, qui sont très différents, qui peuvent être très différents des enjeux des Premières Nations. Donc, on parle, par exemple, d'une femme militante pour sa culture, pour la culture, les traditions de la chasse, donc qui est très mal vue là, à travers le Canada et à travers le monde, finalement, suite à de la mauvaise publicité et à vraiment une campagne de salissage. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller voir ce film-là. Ça m'a complètement changé mes visions. Et finalement, Koisipan, si vous ne l'avez pas encore vu, il faut le voir. C'est une collaboration entre une femme allochtone et une femme autochtone. Donc, ça, c'est vraiment la définition même d'une bonne collaboration dans le milieu artistique. Donc, voilà. Puis, c'est un livre aussi. Alors, je vous invite, le livre de Naomi Fontaine, je vous invite à aller le voir. Et voilà. Et finalement, on a des petites ressources pour vous. Donc, il y avait on va passer ça rapidement. C'est des œuvres d'artistes, de femmes incroyables. Donc, allez voir autant des livres que des œuvres musicales. Donc, on peut vous envoyer quelques liens là, un peu plus tard, justement, pour aller voir de la musique. Puis, si vous tapez là, livre littérature autochtone, là, c'est en plein essor en ce moment aussi. Alors, vous allez être capable de trouver ça rapidement aussi sur Google et dans vos librairies les plus proches, les librairies de quartier. Puis sinon, on voit le Kanessetake qui est disponible sur l'ONF. Ouais. Puis ceux et celles qui étaient là au début, c'est Anaknit qu'on entendait, qui chantait La Lune, qui est une de mes chansons préférées. Donc, voilà. Puis on avait mis de la petite musique. Vous allez... Excusez. Non, ça va aussi. Vous allez pouvoir retrouver sa musique là, justement sur une plateforme qu'on va vous envoyer de musique, Nikamowin. Plateforme musicale avec toutes vos playlists, avec des autochtones à découvrir, des artistes autochtones à découvrir. Et finalement, justement, les ressources qu'on voudrait vous partager. On a vu des questions par rapport aux ressources. Donc, comment continuer sur le bon chemin? Mais c'est vraiment de vous outiller le plus possible. Les informations sont là, sont disponibles pour vous. On a des ressources sur le site même de Mikana, mais vraiment sur Internet, vous êtes capable de trouver beaucoup de choses. Nous, on vous propose la trousse d'outils pour les alliés aux luttes autochtones qui a été fait par le réseau
autochtone de Montréal, donc qui explique vraiment les bases là, de quand on souhaite devenir un bon allié, puis on veut vraiment essayer d'être utile là, aux luttes autochtones sans faire de faux pas. Donc, allez lire ce petit guide et bien sûr, le guide tunapalaire autochtone et autres préjugés qui a été fait en collaboration avec Amnesty International et Mikana. Donc, vraiment, tous les préjugés que les gens ont sur les Autochtones, si jamais vous êtes fatigué de voir tous ces préjugés, moi, ce que je fais maintenant, c'est de copier le lien de ce guide magnifique et de le partager à tout le monde, tout le temps, à toute heure du jour, sur les réseaux sociaux, à ma famille, mes amis. C'est vraiment pour démystifier tous les préjugés qu'il y a au Québec envers les populations autochtones. Puis, je termine en disant cette belle quote en bas de la page. Oh, attends. Oh, pardon. Le féminisme autochtone est l'outil qui nous permettra d'accomplir la décolonisation. Et la décolonisation, elle est nécessaire si on pense à tout le système qui est raciste. Il découle d'un système colonial et on n'a pas le choix de revoir tout ce système-là, de le déconstruire, de le décoloniser. Donc, de revoir ce système-là puis de le reconstruire ensemble sur des bonnes bases avec aussi les visions des Autochtones. Donc, voilà. Merci encore de votre présence. Et c'est un honneur de vous avoir avec nous dans le processus de réconciliation. N'hésitez pas à utiliser les ressources éducatives pour pousser votre réflexion et à discuter du matériel présenté. Merci encore.